Bonjour et donc bienvenue au Hub des territoires de la Banque des territoires. Je suis ravi de vous y accueillir et d'animer donc cette séquence avec tous ceux qui vont y contribuer. Je suis Franck Chéniaud, je suis le coordonnateur du programme Petite Ville de demain pour la Banque des territoires. Et avec toute l'équipe du Hub, donc, on est ravi de vous accueillir pour cet événement qu'on a dédié à la conception des projets de redynamisation des petites villes de demain. Avant de commencer, je vous redis juste quelques mots sur le Hub des territoires, puisque c'est un dispositif qui a vocation à réunir des acteurs variés, aussi bien publics que privés, qui constituent ce qu'on appelle l'écosystème, nos partenaires autour de la Banque des territoires, et avec lesquels on assemble en fait nos offres, nos solutions pour permettre aux projets des territoires de se réaliser, de se concrétiser. Donc c'est à travers d'ateliers, d'événements, de rencontres, de partage d'expériences qui sont au cœur de cette activité, et c'est la raison d'être de ce hub qui nous accueille aujourd'hui. Et j'en remercie encore une fois l'équipe d'animation qui a préparé toutes ces séquences et qui nous permet de réaliser cet événement aujourd'hui. Cet événement, donc, il est là pour, on espère, inspirer, apporter des solutions, en croisant les regards et les expériences, hein, puisque c'est vraiment important pour nous de partir des réalités des territoires et de ce qui se passe dans les territoires pour aider à ce que, bien finalement, ceux qui ont peut-être déjà exploré des solutions, ceux qui ont déjà mis en œuvre des pratiques, puissent les partager et aider les autres à avancer sur le même chemin. Nous aurons la chance d'accueillir aujourd'hui donc une grande partie de l'écosystème Petite Ville de demain et non des moindres, notamment avec Juliette Auricos, qui est la directrice du programme Petite Ville à la NCT, et Nadia Aidbraham, qui est donc à la DGALN et qui nous parlera plutôt de l'aspect ORT sur son volet réglementaire. Et on aura également la chance d'accueillir 4 binômes qui sont composés à la fois d'experts, donc de consultants qui mènent des missions auprès des petites villes de demain, et de chefs de projet qui vont nous expliquer, illustrer certains aspects de leur travail qu'on a considérés comme les bons réflexes des chefs de projet. Hein, on s'est dit que c'était sans doute des points de passage assez communs à tout le monde et qu'on avait intérêt à constituer tout de suite peut-être quelques points de repère qui pouvaient aider l'ensemble des chefs de projet autour de ces mêmes points de passage. On en a identifié 4, alors c'est sans doute pas tout, hein, mais c'est au moins 4 points qui paraissent essentiels. C'est d'abord la gouvernance pour initier une dynamique de projet. Ensuite, comment bien identifier ses besoins d'ingénierie pour définir justement comment on va pouvoir utiliser cet outil particulier qu'est l'ingénierie. La définition de secteur d'intervention, qui est un point de passage tout à fait important de l'ORT, et la priorisation des projets, parce qu'il y a toujours ce besoin de, peut-être pas toujours de se dire qu'on ne peut pas tout faire, mais au moins de bien identifier par quoi on commence et qu'est-ce qui peut avoir le plus d'effet de levier sur un ensemble d'actions. Donc on va cheminer à travers ces 4 thématiques avec nos experts et nos chefs de projet Petite Ville de demain qui ont bien voulu témoigner, et je les en remercie très chaleureusement pour leur contribution. On a souhaité que ces expériences puissent être utiles à tous les chefs de projet. Voilà, et en fait, ce qu'on souhaite, c'est finalement arriver à un peu de transfert de pratique, un peu de transfert de méthode pour sécuriser la formalisation de vos projets de convention cadre Valent ORT, puisque c'est, mais peut-être Juliette le dira mieux que moi, la prochaine étape, ou elle n'aura plus besoin de le dire, puisque je l'ai dit, la prochaine étape du programme Petite Ville de demain qui est devant nous, hein, donc ce fameux passage par la convention cadre Valent ORT. Alors, un petit point sur le fonctionnement. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Hein. C'est dans le chat que vous pourrez poser des questions. On n'ouvrira pas les micros pour des questions de gestion du temps. Et nous prendrons le temps d'y répondre, en espérant qu'il nous reste suffisamment de temps, à partir des 10 dernières minutes de l'atelier, un peu avant la nuit. Donc, sans plus attendre et en espérant n'avoir pas été trop long, je passe la parole à Juliette Auricos, la directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et je la remercie chaleureusement, ainsi que Nadia, d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le Hub. Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et merci Franck et toute l'équipe de la Caisse des dépôts de votre accueil et de cette initiative qui, excusez-moi, qui vient
tout à fait, de manière opportune, éclairer un certain nombre de points et j'y reviendrai. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, alors que les chiffres d'avancement qu'on a publiés ce mois-ci, dans le cadre du point d'avancement Petite Ville de demain, qu'on publie tous les 3 mois, montrent bien que la dynamique de lancement du programme, elle est là, elle est très forte. Vous êtes plus de 98% des communes à avoir signé votre convention d'adhésion, plus de 830 chefs de projet en place aux côtés des élus, ce qui est remarquable en termes de déploiement. On est dans les trajectoires qu'on s'était fixées, mais elles étaient ambitieuses et on les tient collectivement. Donc voilà, donc ce programme, désormais, il est bien lancé. Aujourd'hui, la première étape, le premier jalon de convention d'adhésion signée, il s'agit de transformer l'essai, comme l'évoquait Franck Chéniaud, en préparant et en signant votre convention cadre valant opération de revitalisation des territoires. Et cette convention cadre, et c'est aussi tout l'objet de cette rencontre, je le crois, c'est aussi de viser un haut niveau d'ambition et d'impact. Il ne s'agit pas de faire du papier pour se dire qu'on a passé un jalon, mais bien de traduire dans un document, une convention, une stratégie étayée sur un diagnostic, sur une concertation large, et qui va se traduire derrière par des actions à impact, comme tu l'évoquais, et ces actions qui vont venir alimenter les contrats de relance et de transition écologique qui formalisent le nouveau dispositif contractuel au niveau de tous les territoires. Donc voilà, c'est juste pour dire, on parle forcément de ces jalons que sont les conventions. En réalité, l'important, c'est bien tout le travail qui mène et qui suit. Il s'agit bien d'une formalisation d'une stratégie ambitieuse. Alors, une stratégie ambitieuse, pourquoi ? Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, ce sur lequel on s'engage tous, c'est bien un objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants dans ces petites villes et les territoires ruraux qui les entourent, dans des territoires dynamiques et engagés dans la transition écologique. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, c'est bien tout l'objet du programme. On est bien d'une logique cousu main. La traduction opérationnelle et stratégique de ce qu'est la qualité de vie dans vos territoires, ça part d'un diagnostic, ça part aussi de la vision des élus. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans le temps long sur la durée du mandat municipal. C'est bien aux élus qu'il appartient de définir comment, d'un point de vue politique, on traduit le constat et la volonté des acteurs du territoire en stratégie. Et également, un point clé du programme, c'est sa dimension partenariale, puisque donc, au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a le plaisir et l'honneur d'avoir le pilotage de ce beau programme, mais on ne fait pas grand-chose tout seul. Bien sûr, on a un pack de partenaires financeurs autour des ministères, au premier rang desquels la Banque des territoires, mais également l'Agence nationale de l'habitat, et puis également le CEREMA et l'ADEME, et plus de 50 partenaires qui enrichissent l'écosystème aujourd'hui, que ce soit les collectivités, conseils régionaux, conseils départemental, des acteurs publics, associatifs, privés, qui viennent se mobiliser autour de vous. Et ça se traduit vraiment de manière opérationnelle, là aussi, autour de la gouvernance. Encore un grand mot, mais qui en fait est essentiel. Parce que dans Petite Ville de demain, la force et la chance que vous avez, c'est de pouvoir et de devoir organiser des comités, des gouvernances en rassemblant l'ensemble des acteurs qui peuvent vous aider et de trouver ensemble des solutions. Ça veut dire aussi que l'ensemble des partenaires est prêt à mobiliser du temps, de l'expertise pour vous. Donc profitez-en. C'est indispensable. Je ne vais pas revenir sur les clés parce que Franck les a déjà esquissées, puis c'est vraiment l'objet de la matinée. Mais au-delà de cette gouvernance, bien évidemment, le temps du diagnostic. Je tiendrai les 30 secondes, Franck. Et c'est bien l'objet aujourd'hui du retour d'expérience, sachant bien évidemment que la clé majeure, c'est bien la mobilisation des élus. On est bien aux côtés des élus et c'est bien une stratégie locale qu'on vient épauler et accompagner. Et enfin, pour finir, je voulais juste revenir sur l'effort inédit collectif qui est justement le financement de vos postes en tant que chef de projet à hauteur de 75% avec le ministère de la Cohésion, la NCT, la Banque des Territoires, l'ANA dans certains cas. Alors, c'est un effort inédit, je le disais, déjà plus de 1400 communes qui bénéficient des chefs de projet. Vous serez un peu plus de 900 dans le courant de l'année. On aura atteint notre cible, donc un effort inédit en termes de maillage du territoire et de renforcement. Un effort inédit aussi en termes de dimension collective. Et c'est bien l'objet du pilier à part entière dans le programme qu'ont souhaité les ministres, à savoir le club des petites villes de demain.
Ça permet d'échanger, retour d'expérience aujourd'hui, également apport de méthode. Donc il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées dans le cadre du club national et cet événement s'intègre parfaitement dans ce cadre-là. C'est également les clubs locaux autour des préfets départementaux. Et puis bien évidemment les rencontres régionales, donc cette espèce de Tour de France qu'on va lancer collectivement à Castelnaudary le 22 juin prochain. Donc on est très heureux à la NCT d'organiser cela avec les préfectures de région, qui permettront aussi d'approfondir encore les échanges, le partage et puis l'apport et la montée en généralité, l'apport de méthode. Donc voilà, je vous souhaite des échanges très riches et j'en doute pas vu ce bel écrin qu'est le Hub des territoires. Et merci encore de m'avoir donné la parole, Franck. Merci beaucoup, Juliette, avec plaisir. Mathieu, tu es notre maître du temps, donc c'est sous ton contrôle que je passe la parole. Et donc je vais laisser Nadia donc maintenant nous redire un peu ce qui se cache derrière cet acronyme d'ORT, d'opération de revitalisation de territoire, et donc ce qui est attendu en termes réglementaires pour constituer une belle et une bonne ORT. D'accord. Merci de me donner l'occasion de parler de l'ORT parce que c'est un sujet qui a beaucoup été je veux dire, utilisé pour les villes ACV. Maintenant, c'est autour des 1600 villes PVD de se lancer. Et il y en a déjà pas mal. Il y a une vraie dynamique dans les derniers reportings qui est portée par les villes PVD. Donc, effectivement, il faut vraiment être au fait avec le dispositif ORT. C'est un dispositif qui a été donc créé en 2019 par l'article 157 de la loi Elan, qui dit clairement que l'objectif, c'est de permettre aux collectivités de porter un projet de territoire, de leur permettre de réfléchir une stratégie pour revitaliser les centres-villes. Et cette dynamique, elle a démontré en fait, ses effets par le biais des villes ACV. Maintenant, c'est autour des villes PVD, donc d'homologuer leur convention actuelle en ORT. Et donc, en sachant qu'une convention ORT doit intervenir sur 3 volets. Le volet obligatoire, le volet habitat, la revitalisation des commerces, mais également tout ce qui est qualité de vie dans le respect des paysages, de toutes les problématiques portées par les problématiques écologiques actuelles, quoi. Donc, l'ORT, c'est avant tout un cadre intégrateur qui permet un travail partenarial entre l'ensemble des acteurs, donc aussi bien les porteurs de projets, donc vous, les collectivités locales, donc il y a un vrai portage politique derrière, et puis les partenaires, que ce soit la Banque des territoires, l'ANA, vraiment tous les acteurs, tout l'écosystème d'acteurs qui intervient sur ce projet de territoire. Et donc, à partir de là, vous avez votre cadre intégrateur, mais par contre, le principe reste toujours, mais vraiment, reste que l'idéal, c'est de toujours partir avec la ville principale. Effectivement, ça reste le droit commun. Quand on fait une ORT, c'est un projet de territoire. Il n'est pas dans l'esprit du législateur de permettre en fait, qu'il y ait plusieurs ORT sur un EPCI. Pourquoi ? Parce que ça dénature un petit peu le projet de territoire. Si chaque ville de demain, petite ville de demain, réfléchit dans son coin, on perd la notion de projet de territoire. Donc il est vraiment, vraiment important le bon périmètre de réflexion reste toujours l'EPCI. Et donc, effectivement, la loi 3DS apporte une dérogation pour permettre à un territoire de signer une ORT sans la ville principale, mais ce qui justifie le fondement en fait de cette dérogation est lié à des situations très très particulières. Et du coup, l'utilisation de cette exception doit vraiment être justifiée. Et de toute façon, c'est à la main du préfet. Je vous donne des exemples de situations qui peuvent justifier la conclusion d'une ORT sans la ville principale. Ça peut être le cas, par exemple, à Nice, par exemple, vous avez l'arrière-pays, tout l'arrière-pays qui ne participe pas à la vie métropolitaine de la ville de Nice, comme Salon-de-Provence, où vous avez des villes, ou même vers Marseille, c'est pareil. Vous avez l'arrière-pays qui est complètement déconnecté en fait, de la ville métropole et qui ont besoin de revitaliser leur territoire. Et donc, à partir de là, il était évident que Nice ne va pas avoir besoin d'une ORT pour revitaliser son centre. Et donc, il fallait donner l'occasion à l'arrière-pays
de lancer une ORT. Donc vous avez une situation où il y a deux critères, c'est la discontinuité territoriale et puis, alors le deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une situation territoriale qui justifie en fait la conclusion d'une ORT sans la ville principale. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'il est impératif de partir sur un projet de territoire avec la ville principale, ça reste le droit commun, et que seule une situation territoriale compliquée, enfin, du fait d'une géographie ou d'une discontinuité territoriale, peut justifier la conclusion d'une ORT sans la ville principale. Pourquoi on insiste là-dessus ? Parce qu'avoir plusieurs ORT sur un territoire, il faut vraiment se rendre compte, on parlait tout à l'heure de la gouvernance, c'est très important. C'est compliqué. Hein, si on doit gérer deux ORT sur un EPCI, c'est compliqué de gérer deux temporalités différentes parce que, comme vous le savez, les acteurs signataires, ça restera toujours l'EPCI, les villes signataires et puis l'État. Et donc, s'il y a deux temporalités, ben là, le pilotage va être compliqué. Ça complexifie également tout ce qui est documents de planification, puisque les documents de planification doivent être mis en cohérence avec le contenu de l'ORT. Et donc, ça rend la chose compliquée, en fait, de partir sur plusieurs ORT. Donc, j'insiste sur le fait que quand vous êtes dans la réflexion pour construire votre projet de territoire, de partir du périmètre de réflexion qui est l'EPCI. On revient sur la question, comme disait Franck tout à l'heure, des secteurs d'intervention. La loi permet maintenant de faire autre chose que du centre-ville parce qu'il y a d'autres secteurs à enjeu qui peuvent contribuer à la revitalisation du centre. Et donc, vous pouvez avoir des entrées de ville, vous pouvez avoir des secteurs gares, des friches à recycler, enfin des lieux qui peuvent être porteurs d'une nouvelle dynamique pour le territoire en question à redynamiser. Et donc, vous pouvez avoir des endroits en discontinu, et ça va constituer les secteurs d'intervention. Donc, vous avez le périmètre de réflexion qui est le PCI, et à l'intérieur de ce périmètre, vous allez avoir des secteurs d'intervention bien identifiés et votre ORT doit faire état d'actions bien concrètes sur les différents axes dont on a parlé au début, donc le commerce pour lutter contre la vacance, l'habitat indigne, enfin, et j'en passe. Mais en tout cas, des actions bien concrètes doivent être définies avec le montage financier qui va bien, les acteurs à intervenir, les partenaires à associer, enfin voilà. Donc votre convention ORT, il est impératif qu'elle contienne un certain nombre d'éléments dans ces fiches actions qui doivent vraiment détailler quel est le projet. Et puis, bien sûr, pareil, on en a parlé tout à l'heure, le diagnostic. Il faut partir toujours du diagnostic. Et le diagnostic, c'est quelque chose de partagé, à travailler avec l'ensemble des acteurs et associer, si possible, les administrés concernés, parce que vraiment, ça participe de la réussite du projet en question. De même, un portage politique très important. Donc, les élus, pour faire de l'ORT une réussite, il faut un réel portage politique. Et donc, à partir de là, permettre en fait de construire, en partant d'un diagnostic, quelque chose qui corresponde aux aspirations de l'ensemble des administrés. Et à partir de là, vous avez une ORT qui promet d'être une réussite. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, à partir de là, on va laisser la parole au territoire. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour avoir redonné le cadre du programme. Et Mathieu, on te laisse officier pour veiller au temps et veiller à la bonne expression de chacun dans cette séquence. Merci Franck. Je vais proposer aux experts de nous rejoindre. Alors, on va avoir le plaisir d'accueillir un premier binôme composé de monsieur Thomas Bellouin, qui est architecte et urbaniste à Artelia. Il interviendra avec, autant pour moi, je vais reprendre Nasfa Madi Silahi, qui est chef de projet à Bandrélé, je pense l'avoir bien dit, qui est une commune mahoraise. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci, merci pour votre invitation et je remercie aussi la NCT, la DGALN et la Banque des Territoires.
Donc aujourd'hui, moi je vais intervenir autour de la thématique de comment initier une démarche de projet à travers la mise en place d'une gouvernance adaptée. Et pour ça, je vais intervenir aux côtés de Nasfa Madisilahi, chef de projet à Bandrélé, à qui je laisse la parole pour introduire et présenter rapidement la commune. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, je suis Nasfa Madisilahi et je suis chef de projet PVD dans la commune de Bandrélé. Donc, pour le portrait de Bandrélé, nous sommes une commune située dans le sud-est de l'île de Mayotte et nous sommes intégrés à l'EPCI de la communauté de communes du Sud, communément appelée aussi la Perle de Mayotte. Pourquoi la Perle de Mayotte? Parce que les plus belles plages de l'île se trouvent dans le sud. C'est bien à préciser. Pour parler chiffres, nous sommes une commune de 10 000 habitants et notre commune est composée de 6 villages et d'un lieu-dit. Et pour le préciser, c'est Bandrélé qui fait office de village chef-lieu avec plus de 4 000 habitants sur son territoire. Donc là, on est à la slide suivante. À la slide suivante. Donc, Bandrélé aussi est une commune dynamique où de multitudes de projets foisonnent. On a aussi notre qualité, c'est que notre maire est aussi le président de la communauté de communes du Sud, donc ce qui facilite grandement les échanges avec les deux collectivités. Aussi, nous sommes une structure polycentrique avec différents villages, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Bandrélé fait office de chef-lieu indiscutable par rapport à toutes les structures existantes sur son sol. Et aussi, on est une commune assez relativement bien développée au regard des autres communes maoraises et des autres communes du Sud. Voilà. Et nous avons de nombreux investissements sur notre commune. Donc je vais reprendre la parole juste pour présenter rapidement le contexte en 3 images. Donc Bandrélé, une commune qui déjà tire une grande partie de sa richesse d'un paysage assez exceptionnel, avec un cadre naturel et paysager assez bien préservé. Une route nationale qui traverse le village et qui structure largement la commune, avec un adressage des principaux équipements et commerces. Et puis, un tissu de tout petit commerce qui est assez vivant, finalement, et sur lequel on va travailler dans le cadre de l'ORT. Quand on est arrivé, nous, en tant que bureau d'études AMP, les besoins exprimés par la commune étaient multiples. Tout d'abord, on nous a demandé de faire l'inventaire des projets en cours, parce qu'il y a un certain nombre de projets assez foisonnants en cours sur la commune, et surtout de les réinscrire dans une vision d'ensemble. Et pour cela, la première demande, ça a été de réaliser un argumentaire de projet pour exposer quels seraient les principes d'action de la redynamisation. Et enfin, une grosse demande concernait la mise en place d'une gouvernance partagée avec les élus et partenaires. Donc là, Nasfa va rapidement intervenir pour expliquer le démarrage de PVD à Bandrélé et la complexité. D'accord. En ce qui concerne justement le démarrage de PVD sur Bandrélé, la commune a adhéré à ce dispositif en juin 2021, en sachant que moi, j'ai été recrutée que quelques mois après, en novembre 2021. Et le début de l'AMP a commencé fin février, début mars 2022. Donc, la problématique qui se pose, comment on pourrait mettre en œuvre la convention cadre en si peu de temps, en sachant qu'on a en théorie 18 mois, alors que finalement, on n'a que 10 à 11 mois pour mettre en place cette convention-là. Donc à partir de là, la question qui se posait aussi, c'est comment utiliser nous notre rôle et le forfait qui est alloué à la commune de 50 jours d'AMP pour initier une démarche et le faire le plus efficacement possible. Donc, dans cette présentation, je vais insister sur 4 questions qui ont été soulevées par la démarche. La première, c'est comment faciliter l'entrée en fonction de la chef de projet.
à travers son positionnement au sein d'une organisation qui est existante, l'acquisition d'outils et de méthodes de conduite de projet, et le travail au sein d'un territoire qu'elle ne connaissait pas forcément au préalable. La deuxième thématique sur laquelle on va insister, c'est comment co-construire la stratégie tout en respectant les délais, c'est-à-dire animer une dynamique partenariale. Ça prend du temps, mais en même temps, on a un temps qui est relativement contraint et il faut qu'on initie une démarche de projet qui soit assez rythmée pour que ce soit efficace. La troisième thématique, ça va être comment mobiliser et associer des élus alors qu'ils sont actifs. Donc, dans le cas de la ville de Bandrélé, ce sont des élus qui ont tous un travail à plein temps à côté, qui ne sont pas forcément toujours aussi disponibles qu'on le voudrait pour pouvoir intervenir au sein de l'élaboration du projet. Et enfin, la dernière thématique qui est très importante, c'est comment adapter le programme PVD au contexte local pour répondre finalement à des besoins qui s'y expriment peut-être parfois d'une façon un tout petit peu différente de la perception qu'on peut en avoir depuis Paris ou en tout cas depuis la métropole. Donc, sur la question de l'entrée en fonction de la chef de projet, ce qui nous a semblé important de rappeler, c'est ce qui est vraiment au fondement de la dynamique, c'est comprendre l'écosystème d'acteurs dans lequel on s'insère et dans lequel la chef de projet s'insère. Dans le cas de Bandrélé, ça a été vraiment ce qui a été déterminant, c'est de mettre en place un dialogue assez étroit avec le directeur général des services et le maire, parce que c'est un binôme qui est ici très actif et très porteur, et d'identifier petit à petit les complémentarités entre la ville et les compétences de la communauté de communes. Notamment parce qu'on est dans le cadre, dans un contexte où le PLUIH est en cours d'élaboration et qu'évidemment, il y a une interface qui est ici essentielle à trouver entre la définition de l'ORT et l'élaboration du PLUIH. Une façon aussi de faciliter l'intégration de la chef de projet et sa prise de son positionnement au sein de la commune, c'est de l'inciter à poser des questions aux chefs de projet, aux autres chefs de projet qui sont dans les services de la collectivité pour que finalement elles ne se sentent pas toutes seules à mener la barque PVD, mais qu'elles le fassent vraiment en concertation, en dialogue étroit avec les autres chefs de projet. Un point clé, ça a été aussi d'instaurer un dialogue fluide entre l'AMP et NASFA, à travers des échanges fréquents. Alors, avec NASFA, on se téléphone régulièrement, on a des échanges chaque semaine, et en fait, la fluidité de ce dialogue, elle est clé dans la prise de fonction et dans le démarrage de la démarche de projet. Enfin, moi, je recommanderais aussi à tous les chefs de projet de ne pas hésiter à solliciter l'AMP pour qu'il ou elle se déplace sur place, parce que souvent, on se rend compte que le déplacement dans les territoires, en physique, en présentiel, en fait, il déclenche tout un tas d'interactions entre les acteurs sur place. Et en fait, à ce titre-là, c'est vraiment par là que commence la démarche. Enfin, un travail important, ça a été de cartographier les acteurs qu'il fallait petit à petit associer. Donc, c'est-à-dire partir d'une réflexion déjà sur l'écosystème au sein de la collectivité, mais petit à petit rentrer en dialogue avec la communauté de communes, et puis associer progressivement l'ensemble des partenaires techniques et financiers au projet. Nasfa, est-ce que tu veux compléter ? Non, je te laisse continuer. Alors, je vais poursuivre parce que le temps est compté. Sur la deuxième thématique, sur la façon de co-construire la stratégie tout en respectant les délais, deux points qui nous semblent importants, c'est tout d'abord de mettre en place des habitudes de travail entre chefs de projet, AMP et ville, c'est-à-dire systématiser le partage de comptes rendus, ne jamais laisser une question ou une difficulté en suspens, parce que parfois ça peut arriver que la chef de projet ne sache pas sur tel ou tel point comment mobiliser, comment mettre en place un atelier. En fait, il ne faut jamais laisser une question en suspens pour éviter que s'installe un flottement dans la démarche. Le deuxième point fondamental, ça va être de convenir d'un mode opératoire dès le départ où on va proposer un planning et proposer une animation en termes de comitologie de projet. Nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en place rapidement une sorte de rétro-planning
qui permettent de partager une feuille de route commune entre l'ensemble des acteurs, avec un certain nombre de jalons importants. Alors, tout d'abord, la réalisation d'un argumentaire de projet qui nous était demandé. Le positionnement des différents comités de projet, ni trop tôt ni trop tard, pour qu'ils puissent vraiment participer d'une coélaboration de la stratégie. Et puis le positionnement d'un certain nombre d'ateliers thématiques autour de problématiques bien ciblées qui permettront, en associant certains des partenaires techniques, là je pense notamment au CEREMA ou à l'établissement public foncier, de travailler sur des thématiques précises qui vont permettre d'alimenter au bon moment les expertises qui vont être lancées en parallèle avec le concours de la Banque des territoires et puis la rédaction de la convention. Donc ça, cette feuille de route, elle nous sert de guide au quotidien pour savoir si on est en retard, si on arrive à tenir les objectifs qu'on s'est fixés en termes d'animation de la comitologie. Sur le troisième point, concernant la façon de mobiliser et d'associer les élus, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément toujours simple et que, notamment, il fallait faire preuve de pas mal de pédagogie pour réexpliquer quels sont les fondements et les objectifs du programme PVD, et donc rappeler aux élus qu'il ne s'agit pas d'une couche supplémentaire ou d'une complexité supplémentaire, mais bien d'un programme qui intervient au service de leur projet de territoire, qui va leur permettre d'accéder à certaines opportunités de bénéficier d'études techniques, mais aussi de financement, et en tout cas d'une facilitation ou d'une accélération de leur projet. Et donc ça, le fait de rappeler ces objectifs en préambule a été décisif pour associer les élus et les mobiliser sur l'élaboration de la stratégie. De façon assez pratique, ce dont on s'est rendu compte aussi avec NASFA, c'est qu'on avait besoin d'élaborer en amont des premiers échanges avec le maire et les autres élus de la commune et de la communauté de communes, un certain nombre d'éléments de réflexion qui permettent d'alimenter le dialogue, d'amorcer une réflexion et donc d'être un peu force de proposition. Ensuite, on a mis en débat ces éléments avec les élus à travers un atelier et on a pu recueillir leurs retours. Ils nous ont alimenté en retour sur leur perception des enjeux de leur commune. Mais en tout cas, on a été force de proposition et on a apporté de la matière dès le départ. Pour ça, ce qui a été décisif, ça a été aussi de repartir des projets clés à travers un travail vraiment sur carte réalisé en séance, où on a annoté concrètement sur la carte tous les enjeux de projet qu'on identifiait en lien avec les projets en cours dans la commune. Donc là, on a noté de façon assez minutieuse, parcelle par parcelle, projet par projet, tous les enjeux qui pouvaient se rapporter à la mise en œuvre de l'ORT. On en a tiré un certain nombre de thématiques qu'on a synthétisées. Alors, je les cite très très rapidement parce qu'on a très peu de temps, mais la question de la trame verte et bleue, qu'il s'agissait de remettre au centre du projet de revitalisation. La question de l'apaisement de la route nationale pour aussi permettre de mieux qualifier l'adressage de certains commerces et équipements sur l'espace public. Et enfin, la question des modes d'habiter dans les différents quartiers qui sont assez riches à Bandrélé et qu'il s'agit de conforter dans le cadre de l'ORT. Et en fait, ces thématiques-là, on les a proposées, soumises aux élus qui les ont approuvées. Enfin, un dernier point pour conclure cette présentation, ça a été la question de comment adapter Petite Ville de demain, le programme, au contexte local pour répondre aux besoins qui s'y expriment. Déterminant en matière de gouvernance parce qu'en fait, on se rend compte que le terme de revitalisation ou de redynamisation, dans tous les territoires, il ne va pas forcément avoir le même sens. Donc il faut, dans un premier temps, que tous les acteurs partagent le sens, qu'est-ce qu'on met derrière le terme de redynamisation. Là, l'exemple de Mayotte, il est assez parlant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un territoire qui est relativement dynamique, dans lequel le petit commerce vit bien. Il y a de nombreux commerces. On a des équipements qui se développent. Il y a un bureau de poste qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Bandrélé. Donc on est plutôt dans une démarche où il s'agit de structurer
d'accompagner et de mettre en musique les différents projets que de redynamiser ou de revitaliser à proprement parler. Et donc le fait de déjà partager ce constat de départ avec l'ensemble des acteurs était déterminant. Et ensuite, on s'est attaché à faire converger les enjeux du programme PVD avec les projets en cours pour pas rajouter de la complexité, mais vraiment essayer de stimuler et de faire aboutir des projets qui étaient déjà dans les tubes et portés politiquement. Donc ça, c'était très important. Et surtout, ce qu'on a cherché à faire, c'est mettre en lien pour chacun de ces projets qui vont faire l'objet de fiches actions, des liens très concrets avec les objectifs des autres documents de planification stratégique, notamment le PLUIH qui est en cours d'élaboration, et le CRTE, le PCAET et le plan de prévention des risques naturels. Donc pour ça, on l'a fait de manière très concrète. C'est dans notre argumentaire de projet. À un moment donné, on fait référence à des projets précis ou des actions précises à mener. Et dedans, on a été recherché à chaque fois à quel axe stratégique des documents de planification ce projet pouvait se rapporter pour faciliter finalement l'argumentation et légitimer en fait l'inscription de ces actions dans l'ORT. Donc je laisse la parole à Nasfa pour compléter et conclure cette présentation. Ok. Donc, nous, on a sollicité fortement l'AMP dès le départ en sachant qu'on a un délai très, très court pour mettre en place notre convention cadre. Donc, cette forte mobilisation a permis de définir déjà les objectifs de la démarche en premier et de mettre en place un mode opératoire, un planning qui a permis, que j'ai partagé avec mes supérieurs et tous les élus de la mairie de Bandrélé. Et pour finir, on a pu identifier les arguments clés à développer pour fédérer et mobiliser tous les acteurs de la commune et de l'intercommunalité aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier retour d'expérience, c'est tout à fait éclairant. Je vais tout de suite laisser la parole à Lila Defayet, qui est manager aménagement et transition territoriale à la 7 et qui interviendra en binôme avec Valentin Dubois, chef de projet Petite Ville de demain pour Haute-Terre Communauté dans le Cantal, sur le thème « Identifier et valider les besoins d'ingénierie pour nourrir le projet de redynamisation ». Bonjour à tous, Lila Defayet, effectivement manager à la 7 en charge de l'animation et de la capitalisation entre donc, toutes les missions d'assistance à management de projet que nous avons à la 7. Et donc je laisse Valentin se présenter de son côté. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Donc moi c'est Valentin Dubois, chef de projet Petite Ville de demain pour Haute-Terre Communauté dans le Cantal, dans le nord-est du Cantal, depuis juillet 2021. Donc, merci pour cette première présentation à Mayotte. On passe maintenant à la perle du Cantal, si je peux me permettre. Moi, j'ai démarré la mission d'assistance à management de projet en novembre 2021. Valentin avait pris son poste en juillet et la convention d'adhésion avait été signée en avril 2021. Donc, un objectif de signature pour cet automne en octobre 2022. Donc on est sur un territoire rural qui s'appelle donc Haute-Terre Communauté, qui est composé de 4 villes, petites villes de demain. Donc un territoire rural d'environ 12 000 habitants qui s'organise autour de ces 4 centralités. 4 centralités qui avaient déjà été identifiées au moment de la fusion de 3 intercommunalités en 2017. Et donc il y a une volonté assez claire identifiée de faire bénéficier à l'ensemble des communes, donc des 35 communes de l'EPCI, de la redynamisation de ces 4 centralités. Au moment où donc cette convention d'adhésion a été élaborée et signée, il y avait parallèlement un projet de territoire qui était en cours d'élaboration et qui était donc un pilier, un élément important pour pouvoir derrière nourrir l'élaboration de l'ORT, que ce soit à l'étape de diagnostic, de stratégie, également de plan d'action.
Donc, je vais laisser Valentin présenter plus en détail le territoire. Et après, l'idée donc de cette deuxième partie de présentation, c'est plus d'approfondir tout ce qui est en lien avec l'identification des besoins en ingénierie pour nourrir le diagnostic, sachant qu'on est dans des collectivités qui ont une habitude moins grande à avoir un recours à de l'ingénierie externe, qui pratique beaucoup effectivement des études plutôt en interne. Et donc, comment saisir l'opportunité de Petites Villes de demain pour justement faire appel et construire avec notamment les offres mises en place par les partenaires. Valentin, je te laisse la parole. Oui, ça marche. Juste pour compléter sur le territoire, du coup, donc vous voyez un peu la situation là dans le nord-est du Cantal, à proximité du pôle urbain de Saint-Flour, et sinon avec une distance à peu près d'Aurillac et de Clermont-Ferrand. Donc c'est un territoire de 12 600 habitants environ, plutôt d'altitude, et voilà, avec une économie basée plutôt sur l'agriculture et le tourisme. Vous pouvez peut-être passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ils apparaissent plus, mais bref, on a quatre bourgs Petites Villes de demain. Donc, 3 le long de l'axe de la Nationale 122 et de la voie ferrée qui traverse le territoire, qui sont donc Murat, le chef-lieu de la communauté de communes, et Massiac, tout à fait à l'est, qui est la porte d'entrée du Cantal, au bord de l'autoroute A75. Neussargues-en-Pinatel, enfin le bourg de Neussargues, qui fait partie de la commune nouvelle de Neussargues-en-Pinatel, à peu près au milieu enfin à équidistance de Murat et de Massiac, et sur le plateau du Césalier, le bourg d'Alanche, qui est peut-être plus petit, mais qui exerce un rôle de centralité dans un territoire extrêmement peu densément peuplé, le plateau du Césalier. Grosso modo, ce sont 4 bourgs plutôt tout petits, hein, entre 900 et 1900 habitants, mais compte tenu de la faible densité de population du territoire, ils regroupent quand même beaucoup d'équipements par rapport à leur taille, disons. Donc Lila vous a parlé du projet de territoire, peut-être qu'on peut l'afficher. Ah bah voilà, des photos donc de Murat en haut à gauche, Massiac en haut à droite. Donc ça, c'est les 2 petites villes, on va dire. Neussargues, qui est donc un ancien nœud ferroviaire, c'est pour ça que je vous ai mis une photo de la gare qui est démesurée un petit peu par rapport à la taille de Neussargues, qui est donc en bas à gauche. Pardon, en haut à gauche, c'est Alanche, et en bas à droite, donc Murat. Voilà. Alanche, un petit bourg. La diapo suivante, voilà, c'est le projet de territoire donc, qui se structure grosso modo autour d'un objectif principal qui est quand même la reprise démographique. Parce qu'aujourd'hui, donc, le solde naturel, s'il est très négatif, le territoire gagne quelques habitants, mais reste sur un solde négatif dans l'ensemble. Donc cet objectif démographique se traduit en diversité d'objectifs thématiques qui concernent le cadre de vie, l'économie, le tourisme, l'agriculture, l'habitat, etc. C'est l'ambition numéro 2. Et épaulée par 2 ambitions transversales qui sont d'une part, on va dire, l'identité, puisqu'on est une communauté de communes issue d'une fusion. Et il s'agit de véhiculer donc l'identité de ce territoire du Nord-Est Cantal. Et deuxième ambition transversale, l'environnement en fait. On va peut-être pas approfondir le projet de territoire, mais qui était une des données d'entrée un petit peu de mon travail sur le programme Petites Villes de demain, et je vais vous parler un peu plus de la partie diagnostic. Lila, n'hésite pas à m'interrompre si tu souhaites ajouter des choses. Hein. Donc en gros, quand je suis arrivé à ce poste, donc j'avais 3 données, enfin 3 entrées pour établir le diagnostic sur la tonalité un peu de chaque centre-bourg et son rôle dans le maillage du territoire, puisque l'idée des élus, donc en adhérant au programme de Petites Villes de demain, c'est vraiment de mettre des centres-bourgs qui soient dynamiques au service de l'attractivité et de la démographie du territoire dans son ensemble. Donc ces 3 entrées étaient les données démographiques, statistiques de base du territoire et les études qui avaient pu être menées sur l'économie, la vacance des logements et des locaux commerciaux, qui est un sujet assez préoccupant, et puis des documents de cadrage comme le SCOT, qui avait été élaboré à l'échelle du GAL Est-Cantal, donc, dont fait partie Haute-Terre Communauté avec son voisin Saint-Flour Communauté, qui est un EPCI un peu plus gros, et le projet de territoire, donc ça c'est pour tout ce qui est données documentaires d'entrée, on va dire. Deuxièmement, la parole des élus qui avaient tous évidemment une connaissance de la ville dont ils sont maires, des projets de mandature, mais
qui se traduisent parfois plus en action qu'en une vision d'ensemble à très long terme. Et troisièmement, mon regard extérieur en tant que chef de projet nouvellement arrivé en plus sur ce territoire. Et donc la combinaison de ces trois entrées a élaboré un diagnostic qui en fait non seulement a été fait de front entre guillemets avec l'établissement d'une stratégie et d'un plan d'action à l'échelle de l'EPCI et des communes. On n'a pas suivi le déroulé classique du management de projet, disons, et qui est toujours en cours de mise à jour, en fait, selon... Donc là, on s'achemine vers la rédaction de notre ORT et la signature de la convention en octobre. Et donc, ce diagnostic est toujours un peu remouliné selon la teneur des projets, etc. À ce titre, effectivement, une des valeurs ajoutées de la mission d'AMP pour laquelle Lila m'accompagne depuis la fin de l'année dernière, c'est effectivement le fait de garder le cap, étant donné qu'on n'a pas, peut-être contrairement à d'autres EPCI qui ont fonctionné comme ça, 6 mois de diagnostic, 6 mois de stratégie, 6 mois de plan d'action, convention ORT et mise en œuvre. L'idée des élus était d'aller rapidement vers l'opérationnel et donc de faire tout ça de front. Voilà, sur les études diagnostiques à proprement parler, donc autant on n'a pas forcément une étude transversale qui va faire le diagnostic sur les 4 bourgs, leur place dans le maillage, etc. Ça, c'est plutôt fait en régie, en fait, par moi, sur la base des données d'entrée là, que j'ai citées plus haut. Par contre, on va mobiliser des études diagnostiques spécifiques sur certaines thématiques autour de certains projets, et notamment donc, grâce au soutien direct ou à la participation de la Banque des Territoires et de l'ANCT. Donc ça, j'y reviendrai peut-être quand on parlera des actions, mais ça peut être des études de plan guide, des études de faisabilité ou de programmation, en tout cas tout ce qui est études préopérationnelles. Voilà, dernièrement, sur la question du diagnostic, je ne sais pas si tous les départements sont logés à la même enseigne. La DDT du Cantal nous demande aussi de fournir un diagnostic général à l'échelle du territoire et un diagnostic à l'échelle de chaque bourg. Ce qui fait tout un travail d'articulation stratégique supplémentaire, disons. Lila, tu veux ajouter quelque chose ou sinon je passe à la qualification de nos besoins en ingénierie? Oui, je pense qu'en tout cas, ce qui était important dès le début, c'était l'articulation entre ce projet de territoire. Donc effectivement, les élus techniciens sortaient d'un travail déjà assez long et exigeant sur l'élaboration d'un diagnostic, d'une stratégie à l'échelle de l'EPCI. Il y avait du coup cette convention d'adhésion à rédiger et l'idée c'était vraiment de pouvoir s'appuyer aussi sur tout ce travail qui avait déjà été fourni et identifier les compléments et les axes à approfondir dans le cadre de la redynamisation de ces 4 centres-bourgs en tant que tels. Donc ça a été un travail aussi à l'initialisation de mon accompagnement, en tout cas à partir de la fin d'année dernière, ou aussi comment on passe concrètement de ce projet de territoire à une traduction dans une stratégie de redynamisation des 4 centres-bourgs et ensuite un plan d'action assez concret et opérationnel, parce que c'est vrai que la première version du projet de territoire faisait état d'une liste très très longue d'actions qu'il fallait du coup revoir, reprioriser et aussi approfondir pour les rendre plus opérationnelles. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les études qu'on est allé chercher, notamment via les accords cadres de la Banque des Territoires sur des études urbaines et des plans guides plus poussés. On a élaboré des diagnostics et une stratégie, on va dire, d'ensemble sur la redynamisation. Maintenant, il s'agit de passer à l'étape d'après sur une programmation plus fine et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça répondait aussi à une commande, on va dire, des élus qui étaient OK, on s'engage dans Petite Ville de demain, il va falloir refaire un diagnostic, une stratégie, mais on veut aussi que les actions qui avaient déjà été identifiées comme matures et déjà quasi opérationnelles puissent être lancées pour donner effectivement une impression de quand même pouvoir avancer, montrer des effets assez rapidement à la population et maintenir aussi cette dynamique donc de la redynamisation qui est autant assez long. Et voilà, donc comme l'a dit Valentin, on n'est pas resté dans quelque chose de très statique sur diagnostic, stratégie, plan d'action, mais finalement c'était une itération en partant de ce qui avait déjà été fait, le fait de pouvoir lancer certaines actions, aller chercher des études plus opérationnelles aussi.
Voilà, donc c'était là-dessus qu'on pensait que c'était important d'avoir un retour d'expérience pour d'autres chefs de projet notamment pour qui cet exercice n'est pas forcément figé sur un temps donné, mais qui aussi peut être amené à être évolutif et complété au fil de l'eau avec d'autres études qui sont lancées ensuite au fur et à mesure que les besoins sont identifiés. Merci Lila. Donc pour enchaîner sur la qualification de nos besoins en ingénierie, donc ils sont à 3 niveaux, plus un 4e niveau en tout cas, en termes de préopérationnel. Tantôt il va s'agir de qualifier un peu une ambition. C'est le cas par exemple sur la commune de Neussargues-en-Pinatel, c'est la dernière ligne du tableau, la dernière des études qui apparaissent à l'écran. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet de mandature suffisamment poussé, disons, sur le bourg pour aller tout de suite travailler à des actions, enfin même s'il y a déjà quelques petits projets en cours, on va avoir besoin d'une étude très très préopérationnelle pour définir, qualifier une ambition et ensuite la traduire plus opérationnellement, par exemple avec un plan guide. Ouais. Et des études préopérationnelles qui sont un peu plus poussées, donc je pense notamment à tout ce qui est études de programmation pour des équipements ou des aménagements envisagés dans les grandes lignes par les collectivités, ou tout ce qui est études d'opportunité et de faisabilité, par exemple pour la création d'équipements ou de dispositifs. Et puis il y a un 4e niveau d'ingénierie, mais pour lequel, pour le coup, le programme Petite Ville de Demain n'apporte pas encore d'aide directe, disons, qui sont tout ce qui concerne la maîtrise d'œuvre et la conception. Même si la frontière est floue entre le préopérationnel, par exemple, quand on parle de programmation ou de plan guide, et la maîtrise d'œuvre urbaine, par exemple. Ça se chevauche un petit peu. Du coup, selon l'avancement des communes, la finesse de leur projet pour leur centre-bourg, on va aller chercher de l'ingénierie, soit pour la qualification des ambitions, donc c'est le cas de Neussargues-en-Pinatel, soit de la programmation comme à Allanche et à Massiac, où donc là on commence à bénéficier du marché à bonne commande de la Banque des Territoires pour l'établissement de plans guides et de programmation urbaine, ou bien aller directement dans les études d'opportunité et de faisabilité, comme c'est le cas à Murat, donc il y avait un projet de centre-bourg un peu plus abouti avant même le démarrage de ma mission sur Petite Ville de Demain, où là, par exemple, on peut solliciter l'enveloppe de 85 000 € qui est mise à disposition par la Banque du Territoire pour aller mener une étude de faisabilité et s'arrêter donc au seuil de la maîtrise d'œuvre bâtiment. Ce qu'il faut souligner, donc il y a aussi des études qui sont lancées à l'échelle de l'EPCI, indépendamment du programme PVD ou en lien avec lui, qui peuvent également bénéficier de ces accompagnements tant que c'est du préopérationnel. Ce qu'on a pu observer quand même, c'est que, comme le disait Lila, sur notre territoire, donc un petit territoire où les élus ou les collectivités plutôt se travaillent plutôt en régie, il y a eu aussi un travail d'adaptation à l'aide en ingénierie qui est apportée par le programme Petite Ville de Demain, parce qu'en fait on a une offre, disons, pléthorique et plus ou moins adaptée à des territoires de notre taille, parce que pour beaucoup, c'est des choses qui ont été calibrées pour Action Cœur de Ville, quand on parle de l'offre de services Petite Ville de Demain. Et donc, les élus et techniciens sont parfois un peu bousculés par cette offre pléthorique, avec également un effet d'aubaine pour certains accompagnements qui sont entièrement pris en charge par la NCT ou par la Banque des Territoires. Et les élus ne mesurent pas toujours le temps à investir dans le pilotage de telles études. C'est un temps technique que moi, en tant que chef de projet, je peux fournir, mais il faut aussi investir un temps politique de la part de l'élu. Donc il y a parfois un effet d'aubaine à tempérer un petit peu, ou en tout cas un travail de remobilisation à faire pour assurer que les élus pilotent correctement les études qu'ils demandent. Voilà, parce qu'à la base, il y a plutôt une réticence à faire appel à des prestataires, et d'un coup, un engouement pour les études de Petite Ville de Demain et les enveloppes qui nous sont proposées par la Banque des Territoires notamment. Voilà un petit peu pour la qualification des besoins d'ingénierie. Et dernièrement, je voulais parler rapidement de la priorisation des thématiques et des actions. Donc la priorisation des thématiques... Monsieur Dubois, si c'est possible de le faire en 1 minute, ça serait formidable. Ouais, ça marche, pardon. Donc tac.
Je vais aller très vite et peut-être plutôt parler du choix des actions parce que le programme est transversal par sa nature, même si voilà, chaque commune a ses priorités. Et aussi dépend des compétences qu'a le PCI ou qu'ont les communes en l'occurrence. Sur le choix des actions et la temporalité de leur mise en œuvre, on s'aperçoit que finalement, certes, on a une stratégie qui a émergé au fil de l'eau. Les priorités des élus, ici en tout cas, ça reste aussi, enfin, c'est pas une priorité, mais un grand facteur de décision, c'est tout ce qui est les opportunités et les exigences de visibilité à court terme en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pris le temps de faire diagnostic, stratégie, puis ensuite plan d'action et mise en œuvre. C'est que voilà, la consigne pour moi était d'avoir des actions qui soient visibles dès 2022 et qu'on puisse dire, voilà, petite ville de demain, telle et telle chose sortent de terre, bon, ça va bientôt arriver, au-delà de la convention, à un moment, les projets vont se lancer. Voilà, et donc la valeur ajoutée du binôme, à mon avis, chef de projet Petite Ville de demain et prestataire pour la mission de l'AMP, c'est sur des projets de mandature qui nous ont été donnés dans les données d'entrée, c'est les élargir, les enrichir, les mettre en cohérence avec d'autres projets. Par exemple, quand on parle, si tel élu a l'ambition de réaménager telle rue ou telle placette, voilà, on va plutôt l'amener sur un plan guide de réaménagement de l'ensemble de son centre ancien. Et aussi concrétiser et donner une tournure un peu opérationnelle à leurs rêves ou à leur projet d'une prochaine mandature éventuellement, en allant dans le pré-opérationnel dès aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Merci, Lila, pour votre exposé. Je vais tout de suite laisser la parole à Olivia Bardi, qui est architecte urbaniste à CETEC Organisation, ainsi qu'à Trevor Hill, qui est chef de projet Petite Ville de demain de la communauté de communes de Loust à Brocéliande, dans le Morbihan, avec, si possible, évidemment, des méthodes et des ressources en ce qui concerne la définition des secteurs d'intervention associés à l'ORT. Oui, bonjour à tous. Donc, Olivia Bardi, je suis architecte urbaniste. Et Monsieur Hill, je propose de vous présenter. Hill, bonjour. Je suis chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes de Loust à Brocéliande depuis octobre 2021. Voilà, et on a commencé à travailler ensemble à partir de janvier. Et on a un objectif de signature fin d'année 2022. Donc, ça va très vite. Voilà, donc nous allons intervenir en deux temps. Donc je vais commencer par vous contextualiser un petit peu le territoire sur lequel s'applique cette réflexion sur les secteurs d'intervention. Je vous parlerai également de la méthodologie que nous avons retenue, comment nous avons travaillé avec les élus. Et une fois ce contexte et cette méthode posée, je laisserai à Madame Bardi le soin de vous présenter le résultat concret de nos échanges et de nos travaux. Voilà, les périmètres et la manière dont on a cartographié les projets. Très bien, donc une présentation rapide du territoire de l'EPCI de Loust à Brocéliande qui se situe dans le nord-est du Morbihan. J'espère que vous arrivez bien à situer sur la carte de gauche schématiquement entre Rennes, Redon, Vannes et Ploërmel. C'est un EPCI de 41 000 habitants, 26 communes. Et sur ces 41 000 habitants, 14 000 résident dans les 3 petites villes de demain, que sont Guères, Serran et la Gacilly, que vous voyez ici à l'écran. On notera d'emblée un grand absent qui est Malétroit. Malétroit qui est une ville qui a une réelle fonction de centralité et qui, pour des raisons de politique interne, donc choix des élus, ne s'est pas associé au programme Petite Ville de demain alors qu'ils y avaient toute leur place. Et c'est un élément important, structurant pour notre réflexion. Alors j'ai entendu en introduction que la notion de projet de territoire raisonné au niveau de l'EPCI était effectivement une notion centrale dans la construction des secteurs d'intervention, entre autres choses, mais également de la rédaction de l'ORT. Et j'imagine que si nous intervenons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le contre-exemple de cette logique-là, et donc la démonstration comme quoi, quel que soit le contexte, il n'est pas insurmontable d'avoir des secteurs d'intervention clairement définis. Alors, précisément, quelles sont ces caractéristiques? Les 3 petites villes de demain sont d'abord des villes de taille équivalente, entre 3 600 et 6 000 habitants. Aucune ne domine réellement le territoire, ne la structure par son poids humain, économique ou son rayonnement. Ce sont également 3 villes avec des personnalités très différentes. Je ne vais pas toutes vous les décrire, mais par exemple, la Gacilly est une ville très touristique, très marquée par son festival photo et structurée autour de cette grande activité.
De surcroît, les 3 petites villes de demain de Loust à Brocéliande se situent sur les marches opposées du territoire. Elles sont toutes tournées également vers des zones d'influence. Donc Guer est tourné vers Rennes à 30 minutes, Serran est tourné vers Vannes et Ploërmel, et Lagacilly est tourné vers Vannes et Redon. Donc non seulement des villes qui n'ont pas un lien territorial fort, une continuité forte, qui sont physiquement distantes, soumises à des forces centrifuges en termes d'influence, et peu d'interactions finalement entre elles sur des problématiques qui leur sont toujours spécifiques, sur des thématiques qu'elles partagent en revanche. Et donc tout ceci, toute cette complexité a nécessairement un impact sur la définition des secteurs d'intervention. J'y ajoute la complexité de la centralité manquante, Malétroit, qui est au centre du territoire et qui est en fait l'élément liant entre les 3 bassins de vie de nos 3 PVD. Pour rendre la chose beaucoup plus intéressante, nous avons également 2 villes bipolaires. Alors 2 villes bipolaires, ce ne sont pas des villes qui sont le paradis des psychiatres, mais ce sont des villes qui ont des doubles centralités. Et ces doubles centralités, on les retrouve à Guer, où vous avez le Guer historique, à peu près 4000 habitants, et Guer-Bellevue, situé de l'autre côté d'une voie express, avec seulement 3 points de passage, où vous avez à peu près 2000 habitants. Et donc on voit bien que la logique de proximité a conduit au développement de cette double centralité. La deuxième ville, c'est Lagacilly, qui est une commune nouvelle depuis 2017, et dont l'un des éléments, Glénac, se situe à 5 km de l'amalgame que constituent Lagacilly historique et la Chapelle-Gasseline, les deux des 3 anciennes communes. Donc 2 doubles centralités. Et ce sont également 2 villes avec des acteurs structurants qui sont en dehors de la mouvance de petites villes de demain. Pour Lagacilly, nous avons l'entreprise Yves Rocher, 1500 salariés, dont le directeur opérationnel est également le maire de Lagacilly. Et donc, l'entreprise Yves Rocher est un acteur structurant du développement territorial. Et pourtant, c'est un acteur privé. Donc, il faut trouver une articulation avec cet acteur-là. Et puis, à Guer, nous avons un camp militaire de 2000 personnes auxquelles il faut ajouter les familles, donc avec un impact fort sur le territoire, mais qui fonctionne avec une grande autarcie. Un ministère qui n'est pas partenaire de PVD et qu'il faut donc rallier et intégrer localement sous forme d'une lettre d'intention permettant de conduire à des projets communs. Voilà. Et donc tout ceci vous donne une situation assez complexe. Nous avons en fait 5 pôles, les 3 communes PVD, les 2 centralités annexes, et tout ceci donc vous donne un paysage assez compliqué pour définir les secteurs d'intervention. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour y parvenir, nous avons donc travaillé d'abord sur la méthode et empiriquement, on s'est aperçu qu'il y avait 2 approches possibles. L'approche tardive pour définir les secteurs d'intervention et l'approche précoce. L'approche tardive consiste à dérouler un processus assez séquentiel, assez procédural, qui part de diagnostics et d'études de territoire, qui permettent de définir des thématiques sensibles, structurées en axes stratégiques, avec des lieux d'application où les problématiques sont plus prégnantes qu'ailleurs. Et le croisement de toutes ces données vous amène, au terme des délais nécessaires pour réaliser les études, les exploiter et structurer vos conclusions, donc potentiellement plusieurs mois, à définir des secteurs d'intervention parfaitement argumentés, parfaitement documentés, parfaitement définis. Lesquels secteurs d'intervention, c'est leur première caractéristique importante, restent toujours évolutifs. Et donc, voilà une première méthode qui vous permet de déterminer vos secteurs d'intervention. C'est une méthode qui est plutôt à privilégier sur les territoires où un travail de réflexion, de maturation et de structuration n'a pas été fait en amont ou pas suffisamment fait en amont du programme Petite Ville de demain. L'autre méthode part du constat inverse. Il existe tout un corpus de diagnostics, d'études, déclinés en politique publique locale structurante, le tout suffisamment récent pour constituer une première base de travail. Et dans ce cas de figure, qui est le plus favorable et qui est heureusement le nôtre, vous avez des secteurs d'intervention qui émergent spontanément de cette connaissance technique du territoire, où l'on sait quelles sont les zones les plus fragiles en termes d'aménagement territorial, quelles sont les thématiques les plus importantes,
et là où elles se recoupent. Voilà. On s'appuie également dans ce scénario-là, dans les deux scénarios d'ailleurs, sur la connaissance des élus de la problématique de leur territoire qui permet d'identifier d'emblée, mais c'est souvent une connaissance qui est empirique, donc il faut, je dirais, l'objectiver, d'identifier des points d'application, des actions que vous mènerez dans le cadre de petites villes de demain. Voilà. Donc cette méthode-là permet d'identifier beaucoup plus rapidement des secteurs d'intervention en première intention, puis dans un deuxième temps, de commander des études ou des diagnostics beaucoup plus ciblés, beaucoup plus rapides, parce que vous n'avez pas besoin de rebalayer l'ensemble de votre territoire, mais simplement de confirmer ou d'actualiser les constats faits à partir de la documentation existante. Voilà les deux méthodes de travail. Nous avons utilisé la deuxième parce qu'elle était à la fois adaptée à la complexité que j'ai décrite sur notre territoire, mais également, je dirais, à l'existence d'un corpus documentaire important. Nous avons un PLH, nous avons une OPA, nous avons un PCAET mature, nous avons un CRTE, nous avons un SCOT qui est très bien fait, des études d'attractivité commerciale de la CCI, un schéma vélo. Bon, je ne déroule pas tout, mais nous avions un véritable corpus qui n'est pas antérieur à 2019. Donc, deuxième méthode qui a été choisie. Il sort un petit peu de tout cela que finalement, pour définir un secteur d'intervention, et c'est ce que va vous présenter Madame Bardy, finalement, nos secteurs d'intervention sont nombreux et sont, je dirais, d'une certaine complexité. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Secteur d'intervention avec une continuité, secteur d'intervention multisite avec des discontinuités, secteur d'intervention avec des extensions entre un secteur d'intervention principal et un secteur d'intervention, je dirais, annexe, de manière à rétablir une continuité. Donc ça, c'est une première conclusion que nous avons tirée de nos réflexions. Et puis, nous avons tiré comme enseignement que, en fait, pour définir son secteur d'intervention, il fallait s'appuyer sur trois choses. Tout d'abord, ce que j'évoquais tout à l'heure, quand c'est possible, cette connaissance documentaire et empirique du territoire dont on peut disposer. Également, avoir, je dirais, une approche par, c'est la première chose que nous avons faite, une approche par le cadrage, c'est-à-dire nous imposer, nous donner une définition de ce qu'est un secteur d'intervention. Et Madame Bardy vous proposera une définition d'un secteur d'intervention qui est celle que nous avons retenue sur l'Oust à Brocéliande pour vous orienter. Se fixer également des critères objectifs. Nous avons défini 3 familles de critères objectifs qui permettent de dire, eh bien là nous sommes dans un secteur d'intervention, là nous sommes à l'extérieur d'un secteur d'intervention par choix. Et puis évidemment, il a fallu, une fois que ces secteurs d'intervention sont définis de manière empirique, ceux qui s'imposaient naturellement comme étant émergents, et puis que nous avons fixé des critères objectifs qui nous ont permis de positionner les limites de nos secteurs d'intervention. Il y a eu tout un travail à faire avec les élus pour confronter ce travail de mémoire, ce travail d'analyse avec leur ressenti du territoire, et ça s'est fait par le biais d'un ensemble de travaux de concertation durant les actions de comitologie. Donc nous avons organisé des ateliers qui ont associé CETEC en présentiel ou en visioconférence dans les mairies, des ateliers que j'animais pour faire, je dirais, parler les élus sur leur perception des secteurs d'intervention, et puis les faire valider en comité de projet de manière à travailler sur des bases stables sur lesquelles on oriente ensuite les études que l'on fait valider. Voilà, pour être le plus concret possible, comment nous sommes arrivés 2 mois et demi après le lancement opérationnel du programme, le 3 mars 2021, en comité de projet numéro 2, à avoir fait valider nos différents secteurs d'intervention sur la base des critères et des limites que Madame Bardy va maintenant vous présenter. Merci Madame Bardy, je suis désolé de vous couper. Il va falloir tenir le délai de 4 minutes si c'est possible. Donc je vais faire très vite. Donc, tout d'abord, il fallait qu'on trouve un consensus, en tout cas une définition claire sur ce qu'était cette centralité. Donc déjà, je vais peut-être avancer pour aller plus vite. Ah, ok, c'est bon. Alors,
On a 3 familles de critères. On a du coup une centralité qui est dite physique, avec un centre ancien, une forme bâtie particulière, une architecture de faubourg, une continuité de tissu urbain. On a ensuite des lieux référents, types comme la mairie, des lieux de culte, un office du tourisme. On peut avoir des lieux emblématiques comme des monuments mémoriels ou patrimoniaux. Ça peut être des anciens remparts, ça peut être un monument historique. On a également des espaces de collégialité comme une place publique, une halle de marché ou une place de l'église. Donc tout ça, on a défini comme une centralité finalement, le centre-ville historique. Ensuite, on a une complétude d'activités et de services. On pourrait dire que c'est dans une zone périurbaine. Donc ce sont des services plutôt publics comme des écoles, la Poste, Maison de France Service. On peut avoir également une banque, des assurances, des agences immobilières. Ça peut être également des activités commerciales comme des centres commerciaux à proximité du centre, une offre sportive et culturelle. Donc ça peut être des stades, des piscines, des cinémas, médiathèques. Et ça peut être également des gares ou des zones de transport. Ensuite, on a une troisième zone, un troisième secteur qui est les projets. Donc, c'est des lieux de projets émergents qui sont à relancer. Et ces lieux... Donc voilà, ça c'est le schéma qui explique bien ces secteurs d'intervention. Et donc nous, pour définir notre secteur, on est parti sur ce schéma-là en intégrant les projets et en se disant on va établir notre périmètre dans le centre historique qu'on aura défini avec les élus et avec le chef de projet, dans une zone périurbaine qui est stratégique selon nous et selon les élus également, et dans les projets, pour les projets émergents qui peuvent être importants pour la commune. Dans notre cas de figure, on a également une deuxième polarité que je vais vous montrer tout de suite. Donc oui, pour bien conclure et définir les secteurs d'intervention, ce qu'il faut savoir, c'est que ces secteurs peuvent évoluer par un avenant à la Convention. Donc on est parti du diagnostic urbain, architectural et programmatique pour définir justement ces projets. Et ensuite, on a travaillé sur une cartographie avec les élus pour faire émerger donc ces secteurs d'intervention et le périmètre, bien évidemment, de l'ORT. Donc les périmètres... je vais passer rapidement sur l'ORT polycentré et la loi 3DS pour dire que c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs périmètres. Pour la Gacilly, donc c'est une situation assez particulière parce que donc on a 3 villes finalement qui ont toutes des caractéristiques propres. Et du coup, voilà, comment on a travaillé pour faire émerger ce périmètre. On a d'abord utilisé le diagnostic existant. Donc avec des projets, enfin des éléments emblématiques comme voilà, la place de la mairie ou autres lieux significatifs de la commune. Et ensuite, on a pointé les projets qui étaient en cours et en tout cas qui étaient dans la tête des élus pour justement se dire, bah voilà, ce périmètre, donc à la parcelle, ce périmètre, on va le dessiner de manière à faire rentrer les éléments du diagnostic et les projets. Donc ça, c'est pour la Gacilly. Donc comme vous voyez, on a 3 périmètres, donc c'est une spécificité. Pour Guer, c'est la même chose. On a plus ou moins élaboré de la même manière. Donc là, on a 2 périmètres, donc Bellevue et Guer centre. Et pour Séran, c'est plus conventionnel. On a un périmètre sur le centre avec, voilà, en utilisant toujours le diagnostic et les projets. Ensuite, comment on utilise justement, enfin comment on fait cette cartographie-là? On a plusieurs manières. Donc déjà, on va exporter les données qui sont publiques via des sites publics comme QGIS, cadastre.gouv ou ça peut être OpenStreetMap. Donc ça va être des éléments vectorisés qui vont prendre en compte le cadastre, la parcelle, le bâti, la voirie, des éléments de paysage. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une base pour faire notre cartographie.
Suite à ça, on va utiliser un autre logiciel qui va plutôt nous permettre de faire du dessin. Donc ça va être Illustrator. Et on va travailler, justement, on a travaillé avec le chef de projet et les élus pour faire cette cartographie-là et dessiner le périmètre via ce logiciel pour avoir voilà, un rendu tout à fait graphique qui présente bien les différents projets et les éléments du diagnostic. Et ça nous amène à une cartographie de ce périmètre ORT. Voilà. Merci beaucoup d'avoir rempli votre mission. Complexe. Alors après avoir fait un détour par Mayotte, par le Cantal et par le Morbihan, c'est maintenant au tour du Var d'être mis à l'honneur avec l'intervention de Madame Sylvie Lartigue, qui est chef de projet Petite Ville de Demain à la communauté de communes Lac et Gorges du Verdon. Elle interviendra en binôme avec Simon-Pierre Sanguera, qui est consultant senior à Ernst & Young. Et tous deux interviendront sur le thème « Identifier, prioriser et opérationnaliser les projets phares ». Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour introduire cette quatrième partie sur les actions, avec Sylvie, on va vous présenter rapidement la ville d'Ops, qui, comme tu le disais, Mathieu, est donc dans le Var, dans le sud de la France. Je dirais en un mot, avant de laisser Sylvie le présenter en détail, qu'il faut s'imaginer du coup la Provence carte postale dans la communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon, qui regorge du coup d'atouts géographiques et touristiques. Et sûrement que Sylvie, tu peux en dire davantage. D'accord, bienvenue dans le sud et bienvenue à Ops, d'où je suis. Donc une présentation rapide de cette commune. C'est une petite commune rurale de 2300 habitants qui est dans le Haut-Var, donc en Provence, et elle est localisée sur la route d'accès des gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix, qui est un site bien connu en termes touristiques, et elle est la ville-centre et la ville de polarité de son EPCI, la communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon, qui compte 16 communes et environ 9000 habitants. Alors, la commune d'Ops joue bien évidemment un rôle de centralité avéré et de service à sa population. Elle dispose en particulier d'une maison France Service, d'une maison pluriprofessionnelle de santé, d'un office du tourisme et d'un musée de la truffe. Entre parenthèses, la truffe et l'huile d'olive sont des produits un peu emblématiques de ce territoire à forte tonalité touristique. La ville d'Ops est donc soumise à une forte saisonnalité qui pose question en particulier en termes de mobilité estivale et en termes aussi d'habitat. Et elle montre cependant, malgré ses atouts et son cadre de vie, des signes de fragilité en termes d'habitat. Le cœur du village est assez dégradé. Des îlots, la vacance est assez forte. Et surtout, le mode d'habiter ne correspond plus aux souhaits actuels, soit des nouveaux ménages que l'on veut faire venir, soit des personnes âgées qui ont de plus en plus de difficultés à rester dans le noyau ancien par ses caractéristiques un peu pénalisantes. Et enfin, l'objectif, c'est de changer le modèle de développement de ce village qui est quand même marqué par la maison individuelle qui est dominante et donc son corollaire, la dépendance à la voiture qui est aussi problématique. Et le projet de territoire vise en particulier, et je vais peut-être enchaîner, Simon, si tu es d'accord, sur l'identification des actions, ou peut-être veux-tu faire l'introduction ? Oui, volontiers, et puis je te laisse la parole très rapidement. Simplement pour dire et faire un lien avec ce que vient de dire Olivia, qu'effectivement, nous aussi, ce travail de cartographie a été essentiel pour mettre en évidence, et vous le voyez très bien, la centralité d'Ops et comment, en une cartographie, on peut mettre en cohérence des actions qui peuvent paraître disparates sur des axes qui sont très larges et parfois ne pas avoir de lien entre eux. Eh bien, la cartographie permet d'identifier véritablement qu'ils vont tous dans la même direction, et tu l'as rappelé, c'est celui de densifier le centre-ville d'Ops en l'occurrence, de venir muscler en quelque sorte l'offre
aux habitants au sein d'un territoire, et de le faire avec une classification sous forme d'axes que je te laisse rappeler. Alors là, on vous a mis à l'écran quelques exemples sans vouloir être exhaustif, mais pour bien montrer que tout se répond entre le périmètre global, la centralité de l'axe que vous voyez en rose, et les petits points qui sont donc les projets qu'on va vous détailler après plus loin dans les slides. Alors, je reprends la main, oui. Alors, pour peut-être préciser l'intérêt de cette identification des actions sur une carte, c'est que ça permet, petit 1, de les incarner, et petit 2, surtout, de mettre en cohérence la stratégie globale. C'est une vision globale, cohérente, les actions se répondent, et elles sont classées, parce qu'on les a classées par axes assez traditionnels, qui correspondent aux enjeux forts du projet de revitalisation du territoire et de la commune, autour de l'habitat, autour du renforcement de l'offre commerciale et artisanale, autour de la requalification de l'espace public, de la structuration d'offres nouvelles, en particulier avec des équipements, je vais y revenir, structurants, et enfin, engager des nouvelles formes de mobilité et des solutions innovantes pour justement changer un peu ce modèle dont je parlais tout à l'heure, qui est terriblement contraint par l'usage de la voiture. Je prendrai, donc on a donc identifié sur cette carte environ 13 actions déjà identifiées qu'il va falloir amplifier et mettre en œuvre de façon concrète. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à partir d'un diagnostic en marchant, on a de façon concomitante mené 3 études pour solidifier et rendre plus robustes les axes habités, de revitalisation commerciale et requalification de l'espace public. 3 études confiées à un bureau d'études Citémétrie pour l'habitat, pour préfigurer l'étude préopérationnelle. Le développement de l'offre commerciale, qui est aussi concomitante, a été confié à l'ODAT, qui est notre partenaire structurel, l'Agence d'urbanisme du Var. Et enfin, on a mobilisé les équipes du CEREMA pour travailler sur la définition d'un schéma de requalification de l'espace public et des mobilités pour justement faciliter la déambulation, l'attractivité globale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la force du projet, c'est de tenir sur qu'est-ce qui fait que le centre va être plus attractif. C'est à la fois y déambuler, travailler, acheter, être touriste, et tout ça, ça participe de cette convergence des actions et de la stratégie. Je prendrai 2 exemples. Les parcours de requalification des façades qui feront partie intégrante de la dynamique de revitalisation de l'habitat, elle est complètement couplée avec le parcours marchand commercial de façon à centrer et concentrer les efforts sur ce Y que vous voyez sur la carte, qui sont les 3 rues qui vont être un peu ciblées comme des rues à enjeu à requalifier. 3e élément aussi, la requalification de l'espace public. On bénéficie d'une place où il y a un marché bi-hebdomadaire qui est particulièrement attractif. Et l'idée, c'est de diffuser et d'amplifier l'attractivité de cette place vers le nord du village, vers les entrées de ville, de façon à structurer davantage des équipements, en particulier 2, qui seront donc localisés à l'entrée nord de la ville. C'est le projet de coopérative agriculturelle, qui est un projet un peu hybride, j'y reviendrai, de réhabilitation d'une friche qui est existante, et un deuxième projet d'offre structurant qui est la création d'un mode d'habitat nouveau dédié aux personnes âgées pour environ 13 logements, pour prouver qu'un nouveau mode d'habitat est possible entre la maison individuelle pour les personnes âgées et l'EHPAD, qui ne correspond plus en effet au mode d'habiter des personnes âgées. Et enfin, sur le dernier axe 5, qui est l'axe de l'innovation en termes de mobilité, on a accompagné un porteur de projet associatif pour implanter, grâce à l'AMI Montagne Mobilité, une station de vélo à assistance électrique. Là aussi, c'est pour faire la démonstration dans ce projet. L'articulation de ces 5 dimensions se répondent, et elles sont toutes assez cohérentes entre elles de notre point de vue. Et c'est ça qui va structurer après la démarche de mise en œuvre de l'ORT. Merci Sylvie. Et un mot avant de passer à la suite, qui rejoint
pas mal ce que Valentin et Lila ont dit dans le Cantal, qui en fait, nous, on va vous parler des actions, mais en réalité, le travail est continu entre la définition de la stratégie, et donc on en revient à cet élément cartographique qui le montre, et la définition des axes dans lesquels cette stratégie va devenir opérationnelle, et également les actions qui est peut-être le dénominateur commun le plus petit sur lesquels la future convention va être signée. On a défini des axes, mais naturellement, on a souhaité que ces axes soient remplis par des actions, plutôt que de faire les choses de manière séquencée en définissant d'abord des axes, puis en se demandant au sein de chaque axe quelles actions on allait bien pouvoir y mettre. Le temps nous est contraint, donc je vais passer à la suite pour parler cette fois de la cohérence territoriale des actions et te laisser la main, Sylvie, pour dire brièvement en quoi le projet Petite Ville de demain s'inscrit au fond dans l'ensemble des documents et réflexions qui existent déjà sur votre territoire. Alors, très rapidement, bien évidemment, le projet PVD s'inscrit dans les documents stratégiques et les documents à la fois d'urbanisme et le CRTE. Donc, quelques exemples, parce qu'en effet, la comitologie fait que le programme PVD est articulé avec ces 3 dimensions. Quelques exemples, au sein du CRTE, ça va être plutôt les projets PVD vont particulièrement s'inscrire dans tout ce qui est la rénovation énergétique des logements, que ce soit des bâtiments communaux ou des équipements publics. Un autre axe aussi qui est intéressant, qui est assez global au village, c'est l'inscription de mobilité douce, que ce soit des parcours cyclables, l'intégration des cycloroutes et des vélos et des pistes cyclables qui vont être engagées à l'échelle de l'intercommunalité. Au niveau du PLUI, qui est en cours de révision actuellement, l'enjeu fort, la force du projet du maire, c'est de maîtriser sa croissance démographique et d'éviter l'extension urbaine, donc ce qui justifie qu'on va concentrer l'habitat dans le centre-ville et pour faire la promotion de nouvelles formes d'habitat plus compactes, plus groupées en entrée du village. Et en effet, et dernier exemple, à travers le SCOT qui est en cours d'élaboration, élaboré conjointement avec l'agence d'urbanisme, l'idée intéressante que je voudrais mettre en valeur, c'est la force d'une action de sensibilisation et de concertation avec la population à travers la sobriété foncière pour essayer d'inventer avec la population des nouvelles formes de développement qui soient compatibles avec cette maîtrise très volontaire de l'urbanisation et de la non-artificialisation du sol, donc une sensibilisation à la population qui est donc le volet concertation de PVD qui nous semble en effet intéressante à valoriser. Tout à fait, d'un point de vue méthodologique, on a repris, du coup, ça c'était notre cadre de pensée au fond, et les actions qu'on est venu mettre dans la réflexion Petite Ville de demain devaient respecter l'ensemble de ces critères, et on a aussi pris, notamment par le CRTE, les actions qui s'y trouvaient, pour essayer, entre guillemets, de faire le tri entre ce qu'on pouvait remettre dans le programme Petite Ville de demain, parce qu'il y avait une cohérence vis-à-vis de la stratégie de revitalisation, de ce qui était laissé de côté, parce qu'il était propre au CRTE. Pour poursuivre sur la priorisation des actions, et là aussi essayer d'être rapide, au fond, on a élaboré une méthodologie qui permettait de savoir ce qui était une action prioritaire de ce qui était une action moins, voire pas prioritaire, avec une méthodologie en 3 axes, ou plutôt 3 cases à cocher, que vous voyez à l'écran. Du coup, le premier qui nous paraît essentiel est le portage politique, c'est-à-dire est-ce que l'action qu'on va inscrire dans la Convention 4 vers l'ORT est portée par les élus? Est-ce qu'ils ont été élus pour mettre en œuvre cette action ou non? Comment ça se décline d'un point de vue opérationnel? Est-ce que l'action est inscrite à un éventuel plan pluriannuel d'investissement ou non? Et en fonction de ça, on a un premier tri des actions. Le deuxième, c'est la maturité du projet. Et ça permet de distinguer des actions à mettre en œuvre rapidement, dès la signature, dès 2022, ou bien à plus long terme, parce qu'il y a encore des études soit à lancer, soit qui sont en cours, pour venir préciser au fond ce qu'on peut faire dans certaines actions. Et Sylvie vous donnera un exemple dans un instant. Et le troisième élément, c'est l'éligibilité des projets à un guichet de financement. Et de manière générale, est-ce qu'il y a des moyens financiers associés à l'action ou non? Est-ce que, là encore, avec une granularité différente, est-ce qu'on peut identifier des guichets? Est-ce qu'ils sont déjà identifiés? Et si oui, est-ce qu'on a déjà mis en place les démarches pour venir obtenir ces financements?
de ces trois critères cumulatifs, on arrive au fond à voilà, des cercles concentriques qui permettent de définir un plan d'action sur ce qu'il faut faire si seulement une partie de ces critères sont remplis. Donc Sylvie va vous le présenter dans un instant, mais par exemple, si on prend une action qui a un portage politique et des financements identifiés, donc vous vous situez dans les cercles bleus et rouges, vous manquez de maturité. Et donc, dans ce cas-là, le travail qu'on a engagé avec Sylvie, c'est d'essayer de voir comment on peut accélérer la maturation de ces projets pour que rapidement, ils puissent être mis en œuvre. Deuxième exemple, avant de te laisser la parole, s'il y a portage politique et maturité, mais pas de financement, naturellement, le travail à engager est celui d'utiliser notamment l'ensemble des guichets que le programme Petite Ville de demain nous met à disposition pour en trouver et venir faire en sorte que le projet devienne prioritaire. Et évidemment, lorsque vous êtes à l'ensemble des trois, le projet est considéré comme prioritaire et donc on va l'inscrire plus facilement dans la convention et travailler davantage sur les autres. On y reviendra juste après. Sylvie, peut-être un exemple, parce que je sais qu'on est un peu pris par le temps. Oui, oui. Alors, juste pour dire que j'ai trouvé cette méthode de filtre sur des trois filtres particulièrement intéressantes en termes de méthode, et c'est une valeur ajoutée que je tiens à soulever. Trois exemples, donc j'en donnerai peut-être pas trois, mais on va commencer par un premier, qui est l'exemple du projet d'habitat inclusif, donc un projet de résidence personnes âgées. On avait donc les porteurs qui étaient identifiés, une société d'habitat social, des acteurs du monde associatif, des acteurs aussi de la vie partagée, qui étaient tous présents. Et dans un contexte de vieillissement du village et de pression très forte auprès du maire pour que des opérateurs privés viennent s'installer sur OPS, la décision a été prise d'avoir la maîtrise de ce projet et de le faire porter à travers l'AMI Habitat Inclusif par le maire. Donc on a donc aujourd'hui des porteurs de projets, un terrain communal, un soutien politique fort, et il nous manque, comme le disait Simon Pierre, les financements en ingénierie. Donc l'AMI Habitat Inclusif nous a permis très clairement de financer, on l'espère si on l'a, une ingénierie booster pour préfigurer et avancer très vite dans le projet. Le deuxième, c'est un projet complexe qui était dans les cartons, qui était la réhabilitation d'une friche, qui était une ancienne cave viticole. Malheureusement, Sylvie, je crois qu'on est un peu pris par le temps pour... Alors, on va peut-être s'arrêter. Donc, en effet, donc, moi, je tiens à montrer que ce critère de priorisation des actions selon les trois filtres est en effet un vecteur d'accélération des projets pour les implanter assez vite dans l'ORT. Merci. Et comme je sais que notre temps est consommé, je vais juste dire en 30 secondes un autre élément qui nous paraissait essentiel dans la méthodologie de définition, c'est comment est-ce qu'on construit une fiche action. Là, très simplement, avec Sylvie et d'autres élus et le maire, on a organisé une réunion de travail où, pour chaque action, on a défini un tableau, comme vous le voyez à l'écran, avec l'ensemble des éléments qui nous paraissaient essentiels à faire figurer dans la convention ORT. Et on a listé très simplement les informations dont on disposait et celles dont on ne disposait pas. Et maintenant, charge à Sylvie et à moi, pour les cases où vous voyez écrit à déterminer, de venir travailler pour qu'en novembre, lorsqu'il y aura la signature, eh bien, l'ensemble des informations y figurent pour que rapidement, elles puissent être mises en œuvre après la signature. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais demander à Nadia de prendre ma place et je vais demander à Franck de nous faire remonter les questions qui ont pu être posées sur le chat. Et je remercie nos invités d'y apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup. À mon tour, je remercie Marc-Henri, qui n'est pas du bon côté de la caméra, mais qui a suivi toutes vos questions sur le chat et nous les a fait remonter. On va s'accorder quelques minutes supplémentaires, mais pas trop, puisqu'on a déjà un petit peu débordé de l'horaire prévu, mais je crois que c'était nécessaire et pleinement justifié par la qualité des interventions qu'on a eues. Et je vous remercie encore de vous être prêtés à cet exercice contraint dans un timing pas facile. Donc on a d'abord une petite précision qui m'a été donnée par Juliette Auricos, donc la directrice du programme à l'ANCT, sur le fait que comment on finance l'ingénierie de la maîtrise d'œuvre. Elle me rappelait que sur les subventions DECIL et DETR, avec les subventions aux travaux, elles peuvent être intégrées, ce financement
des maîtrises d'œuvre, des ingénieries de maîtrise d'œuvre. Donc il existe quand même une possibilité de financement de cette ingénierie-là, de réalisation. Alors ensuite, j'ai un peu groupé les questions, alors on répondra peut-être pas précisément à tout, mais il y a quand même deux choses qui émergent. D'abord, il y a beaucoup de questions qui sont en fait, qui nous ramènent à la réalité polycentrique des territoires ruraux. Hein. Finalement, c'est souvent autour de ça qu'on est questionné. On aura une vision un peu idéale, ou en tout cas très simplificatrice, de se dire on a un territoire, un centre, et finalement, dès qu'on met un petit peu le nez dans la complexité des territoires, on se rend compte que la centralité peut être répartie différemment sur le territoire, et qu'il y a des questions d'échelle aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors, tout ça induit des questions forcément autour de comment on prend en compte dans les ORT cette réalité polycentrique. Et la première, une question qui était posée, donc que je vais posée à Nadia, c'était est-ce qu'il est nécessaire de faire valider dans chaque conseil municipal le périmètre qu'il concerne, le périmètre prioritaire retenu dans l'ORT? Pour les petites villes de demain, ce qu'il est prévu, c'est de vraiment faire au plus simple. À partir du moment où les communes ont participé tout au long de la vie du projet à la construction donc, du projet du territoire, il n'y a pas lieu de faire passer... Enfin, vraiment, c'est à la main de toute façon de chaque commune, selon les moyens dont elle dispose, mais on veut faire au plus simple. Si la commune PVD considère que ça a été discuté en amont, etc., vous faites au plus simple et vous n'êtes pas obligé de faire valider à chaque fois par le conseil municipal. Vraiment, faites au plus simple. Alors, pour information, je suis en train de remettre à jour la circulaire du 4 février 2019 avec la nouvelle mandature. Donc, elle est dans le circuit de la signature. On va attendre un petit peu les nominations à venir, notamment par rapport au ministère du Logement, s'il y en a un. Cette circulaire se veut opérationnelle. Il y a une fiche technique qui explique exactement tout, comment procéder, ce qu'il y a lieu de faire valider, etc. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus pratique pour les territoires. Merci beaucoup. Et question corollaire, mais pas complètement identique, c'est au fond, est-ce que dans cette convention cadre Valent-ORT, on a la possibilité d'embarquer des pôles secondaires qui ne seraient pas eux-mêmes PVD et finalement, ça repose la question de qui peut signer la convention cadre. Est-ce que c'est un nombre uniquement les communes PVD ou est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres? Alors, s'agissant d'un projet de territoire, comme je disais au début, élargi à l'EPCI, périmètre de réflexion, il est très vertueux, au contraire, d'intégrer tout territoire dans le projet, d'embarquer des territoires qui valorisent le projet. Et donc, oui, il existe actuellement de toute façon des ORT associant des communes ACV, PVD et autres communes. Donc, oui, vous pouvez embarquer autant de territoires que possible dans le projet. Au contraire, je pense que c'est très vertueux. Merci beaucoup. Et peut-être une question un peu plus technique, puisqu'on a une demande d'approfondissement sur, au fond, comment est-ce qu'on peut préciser le contenu de ce qu'est une mission d'études urbaines et d'élaboration d'un plan guide. Peut-être j'ai envie de me tourner vers une architecte urbaniste pour répondre à cette question. Mais les autres peuvent compléter. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est accompagnement, management de projet. Mais il y a toute cette phase de plan guide et d'élaboration de projets urbains qui va permettre d'avoir un diagnostic finalement sur toutes les thématiques, habitat, commerce, tourisme, mobilité. Voilà, il y a plein de thématiques qui peuvent être, qui doivent être approfondies en tout cas. Et ces thématiques vont faire l'objet d'un diagnostic. Et à la suite de ça, on va élaborer un plan guide, donc une sorte de vision pour l'avenir finalement, jusqu'à de 10 à 15 ans. Et on va imaginer des projets qu'on pourra élaborer donc avec les élus. Donc ça peut être des projets de mandature, donc sous 6 ans ou voire plus. Et donc c'est des projets urbains. Ça peut concerner divers sujets en fait, en fonction de l'habitat, d'une place publique. Ça peut être une réhabilitation d'un bâtiment communal. Voilà, c'est un document finalement, un document qui va rassembler tous ces éléments de diagnostic à la réalisation dans une phase un peu plus opérationnelle finalement. D'accord.
Est-ce que je me trompe si je résume avec mes mots en disant que finalement c'est un document de synthèse qui permet de spatialiser, de rendre sur des cartes à la fois les enjeux et les projets de transformation du territoire, et qu'au fond c'est ce qui va donner la feuille de route, mais à long terme. Hein, c'est ça. Voilà, ça peut être à court terme et à long terme. Voilà, va marquer un peu les points d'avancement du projet. Finalement, on va reprendre les fiches actions, enfin le calendrier. Voilà, mais dans une approche spatialisée. Voilà. Spatialisée et rédigée également. D'accord, très bien. Des compléments sur cette notion de plan guide ou c'est bon? Oui. Oui, je veux bien intervenir juste en complément parce que là encore, le cas de Mayotte est intéressant dans le sens où on est aussi dans une approche qui est parfois tactique, c'est-à-dire là, on arrive à obtenir tel financement et ça matche bien avec tel besoin, donc on va décider de faire partir plus vite ce projet ou cette action, et du coup, la question de réaliser un plan guide à très long terme se pose peut-être un peu différemment parfois. Quand on veut donner de l'importance à cette notion, on va dire, d'approche tactique. Ça n'interdit pas de saisir les opportunités. Ça n'interdit le pas fait de de se saisir donner les un opportunités. plan guide à long terme ne doit pas occulter la possibilité parfois de capter plus rapidement certains projets parce que les financements sont disponibles, parce qu'il y a tel appel à manifestation d'intérêt, tel appel à projet qui peut être saisi. Effectivement. Merci. Je me tourne du coup du côté de mes collègues pour savoir s'il y a d'autres questions qu'on pourrait traiter un peu transversalement. Alors, il y a eu des questions sur des questions de statut de chef de projet. Franchement, on n'a pas du tout l'expertise pour y répondre, donc on va plutôt transmettre ça à nos collègues de l'ANCT pour avoir des éléments fiables pour vous répondre. Et si pas d'autres questions? Voilà, alors petit message technique, je vous rappelle que le replay sera disponible. Voilà, les supports seront diffusés également. Et moi, je vais simplement maintenant vous remercier de votre attention jusqu'à cette heure où on a légèrement dépassé sur l'horaire. Vous dire qu'on aura un prochain rendez-vous le 6 septembre, où cette fois, il sera question dans notre série « Que peuvent les startups pour les petites villes de demain ?» où il sera question d'accueil des nouveaux habitants et de mobilité. Donc, quels sont les outils, les plateformes, les solutions innovantes qui permettent d'accueillir ces nouveaux habitants et puis de traiter de la question de la mobilité. Et donc, on espère que vous serez tout aussi nombreux sur cette séquence du 6 septembre. Et puis, on va jalonner, bien sûr, toujours en lien avec le club PVD aussi, hein, tous ces éléments d'animation en bonne coordination pour à la fois vous proposer des sujets qui vous font avancer et puis ne pas vous saturer parce qu'on sait que votre temps est compté. Merci beaucoup encore à tous nos intervenants et à tous les chefs de projet qui ont bien voulu témoigner et à tous ceux qui n'ont pas témoigné mais dont on sait qu'ils travaillent activement sur le terrain. À très bientôt. Au revoir.